À 2 pas de chez vous, au bout d'un trage, d'une traboule, d'une venelle à pergola, se trouve un estaminet inconnu du cadastre, des GPS et de TripAdvisor. Une agora universelle bienveillante, ouverte à toutes et à tous, quelle que soit leur couleur, leur religion et bien d'autres choses encore, à l'exception des fanatiques et des haineux de tout poil, cela va de soi. Vous êtes à l'écoute du magazine L'Estaminet de Radio Sud Besançon et radiosud.net. Poussons la porte et suivez-moi. L'invité de notre estaminet 195 de Radio Sud Besançon s'appelle Pierre Luciani. Il est corse et marseillais, mais également citoyen du vaste monde du Haut-Jura, où habitent ses beaux-parents, au Mexique, où il est allé flirter avec l'agave et les cactus, Mexico et la Sierra Madre. Installé devant une boisson fraîche, il se confie à nous et nous parle de son amour de la musique en liberté, des instruments à cordes, de la poésie de ses 3 derniers livres. Approchons-nous sur la pointe des pieds. Vous êtes à l'écoute du numéro 195 de l'Estaminet de Radio Sud sur Radio Sud 101.8 FM et radiosud.net, et comme vous le savez, notre estaminet donne sur un peu partout dans le monde. Cette fois-ci, on a investi l'espace Greenwich et Escalborelli qui donne sur Marseille. Je me suis approché d'un type qui était déjà là et qui me regardait d'un drôle d'air parce que j'étais probablement en retard. Il va se présenter, c'est un musicien, c'est un poète, c'est un corso marseillais citoyen du monde. Il s'appelle Pierre Luciani. Alors je ne sais pas comment on prononce. D'abord, tu vas commencer par me dire, à la maison on t'appelle Pierre ou Pierre ou Pietro, et Luciani, Luciani, comment alors, chez nous, d'abord bonjour aux auditeurs de Radio Sud. Chez nous, en Corse, on dit Luciani. Voilà, c'est pas l'italien avec le tche, le CI, ça se prononce dje dans le nord de la Corse. Donc c'est Pierre Luciani. Et à la maison, donc, Pierre ou... Alors c'est un peu compliqué parce que traditionnellement on a le nom des 2 grands-pères. Et alors je vais essayer d'aller vite sur l'anecdote. Normalement mon vrai nom c'est Pierre-Louis, parce que Louis c'est le nom de mon grand-père paternel. Mais vu qu'encore c'est comme dans plein de pays méditerranéens, tant qu'on n'est pas, son père n'est pas mort et qu'on n'est pas devenu soi-même le chef de famille entre guillemets, on m'appelait toujours par un prénom qui n'était pas le mien, puisque le prénom le plus commun avec Louis c'est Jean-Louis. Donc moi j'ai fait sauter le Louis de Pierre-Louis aux grandes dames de mon père, parce que c'était le nom de son propre père, et mon nom d'usage c'est Pierre plutôt que Pierre-Louis avec le tiret. Voilà. Alors nos auditrices et nos auditeurs s'en foutent complètement, mais il se trouve que moi qui suis de la Corse d'en face, puisque je suis juste de l'autre côté de la Méditerranée, je m'appelle Mario Pierre-Louis. Ah ben dis donc, tu vois. Ben non, voilà, chez nous c'est Pedro, c'est pas Pietro comme en italien, voilà, Pedro, Laïs. Très bien. Alors, si on fait un camembert, tu sais, les camemberts, c'est un fromage qui peut pas être aimé, parce qu'il travaille beaucoup. Le camembert, il serait fait, alors, entre Corse, Marseille, universalité, comment tu te comportes en statistique, Luigi Alors, je ferai la même blague que Marius dans César d'ailleurs, le film de Pagnol, où c'est l'histoire des 4 tiers. Donc il y aurait donc le premier tiers qui serait évidemment corse, le second qui serait marseillais, le troisième qui serait citoyen du monde, et le quatrième, bon, je le laisse un peu à l'avenir, à ce qui peut venir, à ce qui peut arriver dans ma vie, sans le définir spécialement. Dis-nous, alors ce qu'on peut dire, c'est que l'école gratuite et obligatoire a joué son rôle, puisque la Corse a à la fois sa fierté d'être une région, mais fait partie d'une nation. Et d'ailleurs, elle a changé de nation sous Louis XV. Tu as donc dû bien travailler à l'école, parce que même si c'est pas mes chemins de traverse, parce que tu es musicien, poète, traducteur, improvisateur, prof. Donc, comment tu as suivi des études? Est-ce que tu étais un insolent du fond de la classe, ou est-ce que tu étais quand même un bon élève pour montrer que tu n'étais pas une andouille? Alors, bon, d'abord poète, moi, je pense pas. Je pense que la poésie, c'est une tournure d'esprit particulière et que j'ai pas forcément. Donc,
je me bombarderai pas poète parce que les vrais poètes ils courent pas les rues, il y en a pas beaucoup, j'en connais un ou deux, mais comme je me méfie beaucoup des mots, je fais attention à pas avoir à pas me gargariser de termes. Donc souvent, ce que je peux reprocher à la poésie, quand elle est pas vraie dans le sens vérité, justesse artistique, c'est ce qui fait que je peux pas me considérer comme ça. Parce que moi, je fais très attention je raconte plutôt des histoires, voilà, ça c'est sûr. J'aime raconter des histoires, j'aime écrire. Donc mon parcours scolaire universitaire, oui, j'étais pas spécialement un très bon élève, hein, j'étais souvent au fond, j'ai été renvoyé, j'ai fait des conneries. Mais moi, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est les livres en fait. C'est vraiment les livres qui m'ont donné un petit peu d'avance en classe, par exemple, ce qui me permettait de déconner sans que les profs soient trop méchants avec moi. Voilà. Donc j'ai eu un parcours relativement atypique. Après, j'ai étudié l'anglais, donc je suis devenu américaniste, on va dire. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à lire de la littérature, surtout anglo-saxonne, et que je suis un peu perdu par rapport à la France. Mais bon, en même temps, sur les rayons, sur les étals des libraires, quand je vois tout le germano-pratin pour aller vite, qui m'intéresse moyen, puisque l'entomologie c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà. Je suis donc... On passe de un secte à une secte. Voilà, absolument, une secte, tout à fait. Une secte d'ailleurs très tortillarde qui est glottophobe d'ailleurs. Bon, je vais arrêter le ciel là, parce que la glottophobie, quand on entend mon accent, évidemment, on ne te prend pas forcément au sérieux par là-haut, puisque c'est la galéjade. Alors je vais dire un autre truc qui est encore pire que tout ça, c'est que nous, on est gentils pour ces gens qui n'aiment pas les accents autres que le parisien, parce qu'on est mais par contre, le problème, c'est les gens du Nord et les gens du Jura, par exemple, eux, ils passent pour des tarés, d'après ce que j'ai vu. Donc ce que je trouve absolument détestable et ce que je retrouve dans cette littérature quand je la lis là. J'entends ce son aussi, donc par effet revanchard, puisque je suis corse, la glottophobie, elle va dans les deux sens. Donc voilà, en gros... Tu étais où à l'école élémentaire, primaire? Tu étais à Marseille? Ah, j'étais à Marseille, oui. De toute façon, j'ai grandi à Marseille, mais j'ai passé toutes mes vacances en Corse, immergé dans la corsitude et la corsophonie, puisque dans mon village, on parlait à 90% corse, hein, ils parlaient pas trop français. Ce que tu disais par rapport à une nation, dans l'absolu, moi je me considère presque comme un double national. Voilà. Donc, et pour le parcours scolaire et universitaire, il a été après relativement classique, mais avec des hiatus, avec des... Voilà, et donc je suis devenu un américaniste. Alors j'ai une question bizarre que j'ai envie de te poser entre collègues et compères. Ouais. Tu as 13-14 ans, tu es assis à un cours de maths. Bon, je ne sais pas ton rapport avec les maths, mais enfin c'est pas forcément ta passion numéro un. Le nuage de mots, d'adjectifs, d'épithètes qui flottent dans ta tête à ce moment-là, c'est quoi? C'est que tu penses en quoi? Je pense d'abord pourquoi et pas comment. Voilà, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. À la limite, c'est presque le seul, parce que le problème des mathématiques, c'est pour moi, avant, hein, maintenant c'est terminé, parce que la pédagogie a fait vachement de progrès, et qu'on s'intéresse quand même beaucoup plus à l'enfant qu'au contenu pseudo-théorique. C'est moi, j'ai pas accroché aux mathématiques parce que on m'a pas expliqué pourquoi je faisais ça. On m'a dit tu fais ça et c'est tout. Comment et pas pourquoi. Donc, comme j'avais un esprit un peu rebelle. Et que j'avais d'autres trucs à penser, j'ai pas du tout aimé les mathématiques, jusqu'au moment où je me suis mis à étudier la théorie musicale un peu tout seul, et que je me suis aperçu qu'il y avait un énorme lien entre la musique et les je t'interroge pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est complètement une structure mathématique, des suites, des algorithmes. La musique, c'est carrément des maths. Absolument, c'est des maths enfin dans la structure, pas dans l'interprétation. Non, mais de toute façon, à partir du moment où il y a une organisation logique quelle qu'elle soit, y compris dans le manque apparent d'organisation. C'est-à-dire dans la musique, on peut considérer comme aléatoire. On parlait tout à l'heure, comme ça, en dehors de off the record, on parlait un peu de musique sérielle et autres. Tout ça, c'est quand même relié aux mathématiques. Et donc moi, j'ai développé un esprit parce que la musique, c'est aussi de la spontanéité, surtout d'ailleurs du sentiment, de l'émotion, mais elle passe par un langage, et ce langage-là, il est éminemment mathématique. Et donc j'ai un peu regretté de ne pas avoir eu ce déblocage. Alors, par rapport à ça. Qui dit mathématiques, vraiment la transition est foireuse.
10 chiffres. J'ai oublié quand même que la radio, il n'y a pas d'image pour le moment. Et donc, poids, taille, âge, les chiffres qu'ils décrivent, c'est quoi? Les mensurations, on en restera quelque chose d'audible. Je sais pas, 1m74, 75 kilos, donc ça va pour l'indice masse corporelle, pour l'instant. Âge, quand même, je vais sur les 60 quand même. Donc, que tu ne fais pas, tu fais plutôt 50. Voilà. J'ai envie que tu répondes à mes questions, alors je suis sympa. Alors, par contre, si je regarde tes mains, les mains, comme tu es guitariste principalement, oudiste et compagnie, c'est quand même plein de... La légende corse, on se dit que t'as sur les mains les traces d'une partie de ta culture dans son côté pas forcément le plus ravissant. Là. Alors, décris tes mains, là, c'est quoi? Ces bagues que tu as, il y en a 5, 4? Oh non, c'est gentil comme bague. Il y a une bague, un peu rock'n'roll que j'avais acheté. D'ailleurs, je vais le redire parce que je suis jurassien d'adoption, puisque ma femme est jurassienne et je vais souvent dans le Jura, que j'ai acheté dans une petite bijouterie de Saint-Claude, mais j'avais perdu le cabochon. Et j'ai récupéré une pierre noire de la plage de Meria dans le Cap Corse et que j'ai insérée. Et donc cette bague, c'est une bague corso-jurassienne, on va dire. Voilà. L'autre, c'est une clé de sol. Hein. C'est une bague en forme de clé de sol, puisque la musique. Et sur la main droite? Et sur l'autre main, une bague soi-disant anti-stress dont tu peux tourner le cercle externe. Voilà, c'est mon fils qui des fois me la prend pour la tourner. Et là, l'autre bague. Alors ça, c'est une bague intéressante parce qu'elle vient de la ville de Tasco au Mexique, qui est une ville près de Puebla, qui est une ville tout en argent, qui est spéciale, qui est vraiment des mines d'argent et qui est une petite ville qui est dédiée à l'argent. Donc cette bague, c'est de l'argent de Tasco, voilà. Et la dernière, c'est une petite bague que j'ai trouvée, que je voulais à l'origine offrir à ma femme, mais qui me plaît bien parce que elle est un peu cassée sur le côté. Donc je l'ai gardée pour moi. Voilà, rien d'extraordinaire. Après sur les mains, j'ai les ongles de la main droite. Évidemment, entre gens qui racontent et inventent des histoires, je te coupe la main mentalement. L'inspecteur Sherlock Colombo arrive et il essaie de te reconstituer avec ses deux mains. Alors c'est relativement facile parce que si on regarde la main droite, il y a des ongles sauf sur l'auriculaire, des ongles qui sont plus longs que sur l'autre main, donc ce qui veut dire que je joue de la guitare et que je joue avec les doigts. Et je joue aussi au médiator avec d'autres techniques, mais je joue aussi pas mal de ce qui s'appelle le finger picking, donc comme son nom l'indique, on va chercher les cordes avec les doigts et pas avec le médiator. Et puis l'autre côté, il y a rien du tout, il y a pas d'ongles, tout est limé de manière à pas gêner le fretage, c'est-à-dire la manière dont on appuie sur la touche de la guitare pour faire le son et que le son soit beau. Alors, pour finir, pour conclure et passer à de la musique, la tienne, qu'on va pouvoir apprécier tout de suite, là, dans quelques minutes, quelques secondes, j'ai envie de terminer par un côté, disons que ça pourrait paraître provocateur, mais par rapport aux préjugés, aux a priori sur l'âme corse, sur le peuple corse, comment tu à la fois tu es fier de ces racines-là et comment tu t'en défends, comment c'est distordu, en quelques mots, c'est quoi vraiment d'être corse hors caricature? Alors je vais donner un petit exemple parlant. Quand on vit à Marseille, ici, dans le sud de la France, beaucoup de gens se font immatriculer de A ou de B, puisque maintenant on a le choix de l'immatriculation, parce qu'ils pensent qu'on ne va pas les emmerder s'ils sont immatriculés comme ça, puisque c'est bien connu que les Corses, c'est tous des gros fous qui sortent de la voiture et qui massacrent le moindre kidam qui klaxonne, c'est connu. Hein. Donc voilà, ce genre de cliché-là, c'est ce que toute la partie la plus universaliste dont on parlait tout à l'heure, on parlait du cas de ton camembert avec cette idée universelle, c'est-à-dire qui est la plus éclairée, on va dire, essaye de combattre. On essaye de combattre ce genre de cliché, cette idée de la violence. Moi, je pourrais raconter plein d'anecdotes dont je peux me servir dans des histoires, mais qui d'un certain côté relèvent un peu du folklore, et c'est un folklore qui est relativement mortifère. Donc mon idée de la Corse, c'est plutôt
une possibilité de l'ouverture sur le monde et justement, encore une fois, et puis peut-être que communauté de destin aussi. Peut-être qu'en Corse, il y a surtout des épiciers, des profs, des garagistes, des gens qui vivent tous les jours. Oui, et puis il y a des gens qui sont souvent en dessous enfin, c'est une des régions les plus pauvres de France aussi. Donc, et puis bon, après, c'est une région qui a un fort caractère, et puis qui d'un certain côté, sans faire dans l'irrédentisme, et quand on connaît bien, est un peu plus italienne que française quand même. Donc il y a ce mélange-là qui est quand même intéressant. Et puis, ce sont des racines très, très prégnantes, mais voilà, il faut... J'aime à dire, alors je sais pas si j'ai entendu ou c'est moi qui l'ai inventé, mais qu'au bout d'un moment, enfin, les Corses seront d'accord avec moi, cette petite blague que si on la plongeait 30 minutes sous l'eau, qu'on la remontait après, ce serait vachement mieux. C'est une manière de dire que des fois, la corsitude, ça peut être quelque chose de lourd, mais qui n'exclut pas l'humour. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'humour corse qu'on appelle la magagne, qui consiste à se chambrer de manière... et c'est un petit peu, ça rejoint un peu le Dirty Dozen des Afro-Américains, où on s'insulte à tour de rôle, enfin on insulte sa mère à tour de rôle, le Yo Mama ça s'appelle, et celui qui tape l'autre a perdu. Voilà, parce que ça passe par le langage et la parole. Et comme il y a une tradition d'improvisation qui s'appelle le Chiama e Rispondi, ça aussi c'est une forme la pregunta dans les pays sud-américains. Voilà, en espagnol aussi. Et l'idée c'est de se chambrer aussi en chanson, en poésie, avec voilà. Alors donc cette idée d'humour, de pas prendre les choses au sérieux aussi, et de voir les choses de manière plus claire et moins sombre, que ce qui est décrit dans Mérimée ou dans d'autres trucs, c'est aussi cette manière-là, moi, que j'aime avoir la Corse. Bien, alors je vais prendre le risque de me faire corriger, de prendre un direct au foie, mais je te coupe, on va faire une petite pause parce qu'on a envie de savoir un petit peu ce que tu joues, ce que tu exprimes par la musique, par la poésie et par les romans. Donc on va écouter ta musique. Vous êtes à l'écoute de Radio Sud 101.8 FM et radiosud.net, c'est l'Estaminet 195. Si non davo appresso ai pecore che uaso mullaccia 4-4 trattore in paese di Cuccagna un si ne podia comprare una vita difficile una moglie e 3 maschi la vagabonda il barriere impossibile tutti sti creditori a riposa e poi di un tosto giorno così condesto e all'alba si andò per la foresta e curvoggi nel capo all'armone si sentì fino a un paese ha detto azione un maiore ragione ormai per paura di sustinta i due fratelli l'intimpo che bagore a mamma ad un bar e gli ulani conosciuto più capella a giurare la fratellanza di zitelli quando mi ne sono dato il continente non lasciano cascare tutti i lasci paesi poca scienza e l'aprile l'anno
coscienza, stracorato in fondo di un bongone, andata con il cuore a mia cuore lontani, che sono vite straziate. So gioventù terminate prima di principiare, speranze rovinate, quello che poteva la mano, bello solo si resta. De retour dans l'Estaminet 195 avec notre invité Pierre Luciani, comment Luciani, c'est bien, tu l'as bien dit. Très bien. Alors le morceau qu'on vient d'entendre, que tu nous as recommandé, tu peux nous en parler parce que c'est une synthèse, c'est un point de rencontre entre plusieurs influences et curieusement du folk song américain en même temps que de la musique méditerranéo-orientale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors donc cette chanson, d'abord au niveau du texte, c'est un petit roman noir d'un certain côté, puisque ça raconte une histoire tragique qui se finit très mal. Et elle est... alors moi je me suis inspiré de quelque chose qui s'est passé dans le village d'où vient ma famille, c'est-à-dire un berger qui est mort dans la montagne après une suite de malheurs familiaux. Voilà. Et donc moi j'ai un peu arrangé ça, j'ai un peu dramatisé ça, mais l'histoire c'est ça. Et elle est inspirée aussi d'une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Hollis Brown et qui raconte l'histoire d'un métayer qui peut plus payer ses dettes et qui se suicide en tuant toute sa famille. Donc c'est quelque chose de très sombre. Alors musicalement maintenant, alors là je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais la guitare qui est... Il y a plusieurs strates, mais une strate de guitare acoustique qui est avec un accordage différent, ce qu'on appelle un open tuning, ce qui ne se fait pas beaucoup encore. C'est un open tuning, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle le DAT-GAD. Ça veut dire que la guitare est accordée Ré, La, Ré, Sol, La, Ré. Donc il n'y a pas de tiers, c'est ni mineur ni majeur, donc on peut faire un peu ce qu'on veut dessus. C'est une musique modale, entre guillemets, qu'on va retrouver dans toutes les musiques traditionnelles aussi des pays... d'Europe aussi, donc c'est à la fois américain mais aussi inspiré par la musique celtique aussi, donc voilà, c'est ce genre de guitare là. Il y a une autre strate de guitare qui est faite par mon éminent collègue Jean-Marc Monterre et moi-même, qui sont des guitares un peu expérimentales et avec de la musique concrète un petit peu, voilà. Et puis il y a des chœurs, alors ces chœurs, bon, je les ai tous fait moi, et c'est des chœurs qui sont un peu voilà, qui semble venir du fond des âges. Et puis c'est mon ami et le producteur de ce disque aussi, Philippe Abadi, qui est quelqu'un avec de grandes oreilles, qui est un super réalisateur et preneur de son. Si vous regardez sur Discog, sa discographie a au moins 300 ou 400 disques, qui est arrivé à me faire sortir toutes ces voix de manière presque surnaturelle. Donc il y a une ambiance assez sombre dans ce titre-là, et qui est à la croisée de plusieurs influences, et voilà, donc mais j'ai essayé de faire un peu avec toutes ces techniques, ces lutriers, on va dire, on appelle ça en musique, c'est-à-dire esthétiquement ces sons qui ont été choisis au niveau des guitares et des voix. J'ai essayé de faire un peu ce que les Africains sont arrivés à faire avec la musique, c'est-à-dire ne pas adapter sa musique aux instruments électriques, mais adapter les instruments électriques à sa musique traditionnelle. Et d'un certain côté, toutes ces techniques qui ne sont pas conventionnelles, je pense qu'elles restent dans une forme de corsitude ouverte, celle dont je parlais tout à l'heure. J'ai une question à te poser, comme ça, lorsqu'on t'entend parler, ça paraît très expérimental, travail sur soi-même, pensée intérieure de pleine influence, travail avec des techniciens. Tu joues au public, est-ce qu'il y a une partie où tu te confrontes aux gens, ou est-ce que c'est tellement particulier, raffiné, que c'est plus difficile à jouer au public? Non. Oui, alors ça, mettre en place en public, je peux le faire en solo, sans tout l'habillage qu'il y a derrière, rendre la chanson dans son expression la plus simple, guitare-voix, ou si c'est avec un groupe. Après, voilà, moi je viens d'un univers musical où le nombre importe peu, en fait, parce que, par exemple, pour donner un exemple,
on n'a plus trop de groupes, on a surtout des collaborations, on va jouer sur les projets les uns des autres, on s'appelle, il y a un réseau d'amis et de musiciens auxquels on fait confiance et avec qui on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose. Alors maintenant, ce genre de musique-là, c'est de l'underground corse. Alors pour faire plus underground que l'underground corse, il faut se lever de bonne heure. Donc c'est vraiment mais dans en Corse, l'underground. quand tu fais de l'underground, tu vas dans des caves où on risque de plus jamais te retrouver. Voilà, Non et bien surtout avec ce genre de truc, si c'est pas compris, si ça ressent. Parce qu'il y a quand même aussi, vu que c'est petit, un phénomène d'imitation il y a beaucoup, par exemple, de groupes de reprises. Parce que Tribute, ça m'énerve ouais, suffisamment. même pas. Enfin bon, je vais pas. Enfin, on en parlait avec la personne qui a aussi produit ce disque, s'appelle Pierre Gambini, qui est un grand musicien corse et un compositeur que les Corses connaissent et qui est pour moi vraiment au-dessus du panier, avec un autre invité sur mon groupe, Carmen Belgoder. C'est des gens avec qui moi j'ai envie de travailler parce qu'ils sont d'une grande ouverture, ce sont des professionnels et qui ont leur univers à eux. On se disait que voilà, cette histoire d'avoir que des groupes de reprises avec très peu de création et beaucoup d'imitations, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et qu'il faut encourager un peu justement l'ouverture, le métissage, la colonisation. Et puis l'idiosyncrasie, c'est-à-dire le style personnel et unique, le fait de ne pas vouloir faire comme les autres, de ne pas avoir peur, il faut l'encourager chez les jeunes musiciens. Et ça, c'est un truc qui rejoint deux expériences personnelles que j'ai eues aussi avec d'autres musiciens, à savoir des rappeurs, parce que j'ai fait beaucoup d'instrumentaux de rap, et j'avais amené 2 rappeurs à Los Angeles pour jouer avec moi il y a quelques années, et en retour dans l'avion, ils m'ont dit, mais si on fait de la musique comme ça, qu'est-ce qu'il va dire le ghetto, qu'est-ce qu'elle va dire la cité? C'est savoir, est-ce que tu es un artiste ou est-ce que tu voulais passer sur Skyrock à tout prix? Et la deuxième expérience que j'ai, c'est avec un chanteur zaïrois que je salue ici, qui s'appelle Mascotte de Catalas, et enfin congolais, Congo RDC, avec qui dont je vais sortir le disque, je pense aussi cette année. On avait fait une collaboration et il me disait que cette collaboration, lui, il adorait esthétiquement, mais que le ghetto n'allait pas forcément la comprendre encore une fois. Alors dis-moi, tu vas te dire, je vais le sortir, tu fais de la production aussi? Oui, ben justement cette année j'ai décidé... Tu fais plein de trucs, comment tu veux qu'on te dise? Alors cette année j'ai décidé de sortir un peu tout ce que j'ai fait, mais un peu mes archives. Voilà, ce projet-là avec ce chanteur congolais, c'est un projet qui est resté un peu dans les cartons, que j'ai pas vraiment bien mixé, mais que je vais que j'ai réécouté, et que j'estime qu'il vaut vraiment la peine d'être mis en avant, parce que c'est aussi une rencontre. Et on était tous les deux avec ce qu'on était tous les deux, on a fait un disque, voilà, sans vouloir se changer, et c'était vraiment une belle rencontre. Voilà. D'ailleurs, peut-être on aurait pu en passer un extrait, mais bon. On peut passer ta musique en dehors des émissions où tu es. Donc, oui, je t'enverrai ça. Dès qu'il sort l'album, tu verras. C'est encore une fois une belle rencontre avec cette idée de je n'allais pas parler d'hybridation ou de métissage, mais un peu, c'est-à-dire de bricolage. Voilà. Parce que moi, la manière dont je conçois ma forme d'art, si tu veux, c'est un peu du bricolage dans le sens noble du terme, c'est-à-dire dans le sens de Lévi-Strauss. Dans la pensée sauvage, tu vois, cette histoire de syncrétisme où tu vas picorer un peu dans plusieurs sources et que ça passe par ton propre filtre et ça redevient. C'est que tu considères que chaque situation elle est unique et bizarre et qu'il faut trouver des outils et des instruments qui correspondent et que c'est pas prévu à l'avance. Je dirais pas forcément bizarre, parce que bizarre ça veut pas. Mais unique, unique, oui, avec et puis voilà, les situations de vie, les rencontres, ça nous change, donc. L'idée, c'est de tirer de ces expériences du matériau. Quoi. Alors, puisqu'on va glisser petit à petit dans la troisième partie de notre entretien sur l'écrit, sur tes romans, sur les choses que tu produis, et en particulier, il y a une actu là, à la fin du mois de février. Cette musique, cette exigence des sons, ce langage qui ne peut pas être... remplacé par des mots, comment tu l'as marié avec l'amour des mots, et est-ce que tu es le même Pierre Luciani quand tu écris des chansons, quand tu produis et que tu travailles sur des musiques, des structures musicales? Est-ce que c'est le même cerveau qui marche? Comment vous vous mariez? Absolument, c'est exactement pour moi la même chose, et j'y peux rien, c'est vraiment quelque chose contre lequel je... Alors, si vous entendez le bruit, c'est les bagues qui tapent sur... parce que le Corse est un Italien qui essaie de contrôler ses mains. Voilà, et puis on est plusieurs ici. Regarde, mon éditeur Patrick Coulon, il a des bagues aussi. Ce qui me plaît chez lui aussi, c'est ses bagues. C'est pour ça que c'est un éditeur rock'n'roll aussi, entre autres, quoi. Voilà. Donc non, moi ce que je disais, c'est pareil. C'est exact. Pour moi, c'est le même procédé, et c'est d'autant plus le même procédé que j'attache une importance à la forme qui
qui j'espère n'entrave pas la lecture, comme mon importance à ce dont le côté technique dont je parlais tout à l'heure pour définir, parce que mettre en mots de la musique c'est difficile. Je pense que normalement pour les gens de bonne volonté il n'est pas gênant, sauf que là la musique elle est la somme d'une vie d'écoute et de rencontres, donc évidemment il faut aller vers elle et elle va pas forcément vers toi de manière entre guillemets avec de gros guillemets putassières, parce que c'est pas du tout. Il y a de grands tubes et de grands hits commerciaux qui sont très beaux, mais souvent c'est la majorité de ce qu'on entend pour moi pourrait être remplacé directement par de l'intelligence artificielle. On ne verrait pas la différence, voilà, honnêtement. Après, au niveau de la littérature, c'est un peu pareil dans le sens où moi, je m'ennuie rapidement. Par exemple, si mon histoire est trop linéaire, avec un début, un milieu, une fin, et à la limite même un final twist à la fin, un renversement de situation rocambolesque. Ouais, c'est une stratégie de séduction. Voilà. Finalement, le lecteur finit par dire qu'est-ce que je suis malin, est-ce que j'ai compris ce que vous voulez dire. Exactement. Et moi, par exemple, à un concert, je suis peut-être un peu snob, mais j'aurais du mal à faire nanana ou wow avec un briquet. Je veux dire, tu peux pas me faire ça. Donc, comme j'ai besoin d'emporter ma propre adhésion dans ce que je fais, forcément, je travaille un peu des formes. Tu dis ça, excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher, mais si un Corse pur jus se promène avec une flamme, on se dit tout de suite que tout va exploser, donc faut peut-être pas... Tu veux échapper c'est moderne, maintenant il y a des détonateurs, je veux dire, tu vois, le plastique, ça se... J'ai envie, là, le temps file, tu es passé, alors toujours poésie j'imagine, toujours les mots dans ta tête pendant le cours de maths ou tout le temps, mais tu es passé à l'écrit et vers les textes de prose. Alors on va en parler dans la troisième partie de notre... Est-ce que c'est concurrent? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que... Comment t'as pas l'impression d'abandonner un moyen d'expression pour l'autre? Comment ça se passe dans ta tête? Par rapport à la musique, tu veux dire? Oui. Ah oui, non, pas du tout, parce que, tu sais, c'est le gueuloir de Flaubert. Voilà, Alors moi, j'ai un gueuloir postmoderne, c'est-à-dire que j'ai besoin. Donc, le gueuloir, donc l'idée, c'est que le texte doit sonner. Voilà, il doit pouvoir être dit, doit avoir une musicalité, un son. Et moi, mon gueuloir, c'est-à-dire que j'écris. Alors, moi, j'écris sur papier. Après, je dicte à mon ordinateur pour pas m'emmerder à taper, puisqu'on a puis je corrige après. Et après, je fais relire par le robot lors de Word. Et si ça sonne par le robot qui comprend pas ce qu'il raconte, c'est que mon texte fonctionne et que ma ponctuation est bonne. Donc, si tu veux, j'ai besoin que ça sonne. Je me dis, si c'était lu par un acteur, du coup, mon texte pourrait parler à la personne qui l'écoute. Et donc, qui le lit. Voilà, donc il y a quand même un lien entre la musique et l'écriture par le choix des mots et par le rythme aussi. Parce que le rythme pour moi en littérature il est important. Il faut qu'on ait... Il y a du rythme dans tout en fait. Je suis désolé de t'interrompre dans cette envolée. On va faire une petite pause, on va écouter le prochain morceau. Et tu vas nous en parler. Après on va parler surtout des 3 bouquins, donc tout dernier qui est en train de sortir. Voilà. Vous êtes à l'écoute de Radio Sud, Estaminet 1995 avec Pierre Luciani et Mario Morisi. J'ai toujours plus ou moins rêvé le Mexique. Le Mexique, ce pays mystérieux, lointaines Amériques, lointaines tortillas, quesadillas, enchiladas, fajitas, sa cuisine si typique, qui le gringo pique.
J'ai toujours, tout le temps, fantasmé le Mexique. Ses trésors, ses beautés, aux élans volcaniques, telluriques. Sierra Madre, Veracruz. Señoritas aux yeux de braise, robes à volants, ay mamacita, je t'aimais tant. Ay, pauvre de mí. Et pourtant, j'ai toujours, plus que moins, déliré le Mexique. Son histoire. Troisième partie de l'entretien avec Pierre Luciani. On est donc dans la partie, dans l'espace Méditerranée, Marseille, Greenwich, Escale Borelli. Et la suite de notre entretien, on va glisser vers la partie littéraire, livres, poésie, nouvelles. Mais avant, tu voulais, puisqu'on vient d'écouter une chanson qui a à voir avec le Mexique, tu tenais à nous en parler. Oui, cette chanson, ça fournit une bonne transition avec la partie littéraire, on va dire, parce que c'est une chanson qui se trouve dans mon premier roman, d'ailleurs, dont le texte se trouve dans mon premier roman. Le sang des pères. Voilà, le sang des pères. Elle est dans son intégralité, et je pense que, c'est une chanson que j'ai enregistrée avant que sorte ce roman. Alors c'est très étrange, parce que c'est une grosse coïncidence, hein. Quand j'ai enregistré cette chanson, je ne pensais pas que j'irais un jour vivre au Mexique. Voilà, c'est un pays qui m'avait toujours fasciné, mais par les clichés des westerns, des films, le Veracruz de... Ton deuxième roman, Le coureur de nuages, on sent qu'il y a du Mexique. Bien sûr, donc en fait, il faudrait 3 heures. Mais je vais essayer de simplifier. Donc dans ce roman-là, c'est l'histoire de Habib, Pierre, qu'on m'a retrouvé dans les 2 romans d'après, qui découvre qui était son père. Qui a commis un meurtre atroce pour une raison, voilà. Et donc il est dans les archives de son père et il tombe sur ce texte, parce que son père c'est un musicien, et il tombe sur cette chanson qui s'appelle Mexique. Et dans cette chanson, la fin dit « J'ai jamais mis les pieds au Mexique ». C'est-à-dire qu'il raconte tous les clichés sur la bouffe, sur les films, sur les femmes, sur tout ce que tu veux. Et puis il se trouve qu'à la fin du Sang des Pères, le personnage de Habib part vivre au Mexique. Et moi, il m'est arrivé la même chose. Il y a plusieurs coïncidences assez étranges qui me sont arrivées par rapport à ces livres. Et donc, le second livre qui sort là, qui va sortir en février, celui dont tu parlais, qui s'appelle Montrez-leur la mort, se passe à 60% au Mexique, le reste en France. Voilà. Donc, cette chanson-là est un peu le marchepied pour parler de ce bouquin. Alors, il y a puisque c'est une trilogie, Le sang des pères. Le second, c'est Montrez-leur la mort, qui sort là, chez Malmac, en février. Alors, j'aurais dit, c'est Montrez-leur la mort. Ça et la couverture déchire. La fête de la mort mexicaine, là. Alors, elle est de Frank Biancarelli, qui est un dessinateur corse aussi, de Porto Vecchio. Qu'est-ce que c'est que ce lobbying? Alors, Frank aussi, c'est un dessinateur qui est... Tu sais, dans Astérix, il y a les esclaves de Chétifus, à un moment donné, les Romains ont des esclaves classe. Alors lui, c'est un peu, entre guillemets, l'esclave de Chétifus, parce que c'est un grand dessinateur, qui est même dans le musée de la bande dessinée à Bruxelles. J'ai envoyé une photo d'un de ses albums, donc c'est pour ça que la couverture, artistiquement, il n'y a rien à dire. Franck, c'est vraiment un cadeau. Et donc oui, Montrez-leur la mort, ça s'appelle comme ça, parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit « Montrez-leur la mort et ils accepteront la fièvre ». Et l'idée de ça, c'est que aussi, ce qui se trouve aussi dans le roman, c'est que... C'est une paraphrase de Trump. Justement, non, c'est à force de vouloir... comment dire? Nous, on évite Trump depuis... Moi, j'ai voté 2 fois Macron au 2e tour. Pourquoi? Parce que j'ai des amis... une fois sur 2, je me suis... Moi, j'ai des amis plus bronzés que moi, et je me suis dit que non seulement s'il passait le Rassemblement national, il y aurait une politique mise en place, mais de manière relativement... peut-être pas comme Trump, peut-être pas... on casse tout et voilà. Mais il y aurait surtout une parole qui allait se libérer, et je risquais de voir des choses dans la rue qui me déplairaient. Donc pourquoi Montrez-leur la mort, ils accepteront la fièvre? C'est qu'à chaque fois qu'on nous montre la mort, on accepte la fièvre en votant Macron, d'un certain côté. Il n'y a pas que ça dans le roman, mais c'est l'idée qu'il y a derrière. C'est aussi un roman qui a une dimension politique, ce roman-là. Voilà, donc celui-là, il sort en février.
Et le troisième qui est déjà sorti, alors c'est assez rigolo puisque le troisième de la trilogie est sorti chez Melmac qui s'appelle Coureur de nuages. Alors un mot, parce que sinon il va nous engueuler, un mot sur The Melmac Cat et sur l'éditeur. On lui rend un petit hommage d'une minute là. Il n'y a pas de souci parce que c'est vraiment... C'est qui ce type? Au niveau, en termes du... Enfin, alors ce type c'est un journaliste historique marseillais. Qui est un grand bourlingueur des lettres, on va dire, puisque je vais pas lui passer la pommade non plus, il en a pas besoin, mais l'idée c'est que c'est un éditeur historique aussi, puisque avec François Thomazeau et je sais pas s'il y avait Bruno Richard à l'époque, mais ils ont fondé Les Cahiers du Sud, qui est une maison d'édition marseillaise. C'est un clin d'œil au grand cahier. Voilà, exactement. Et puis avec les écaillés du bord de mer, pour voilà les fruits de mer, ainsi de suite. Bon. Donc tu as réussi à le convaincre comment? Polysémique, oui. Alors Patrick, lui, il a monté après Les Cahiers, a monté sa propre maison d'édition qui s'appelle Melmac et qui a plusieurs collections, dont la collection Ailleurs, avec un autre S après, entre parenthèses. Alors il fait du noir, de la SF, des chroniques urbaines, enfin voilà. Et donc je pense que je vais... Et il y a plein de musique dans... Voilà, il y a aussi, oui, parce que ça a été aussi un journaliste musical. Et Patrick, et maintenant il a cette maison d'édition Melmac qui est plutôt pour lui, il appelle ça un label éditorial. Donc tu vois la connexion avec la musique encore. Donc voilà, finalement, nos auditrices et auditeurs qui sont peut-être dans les bars du côté de Besançon, Belfort, Vesoul, les gars, ça s'appelle The Melmac Cat. Envoyez, parce que s'il y a quelqu'un qui peut éditer des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est lui, j'exagère. Oui, non. Alors lui, là, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande ouverture d'esprit. Tant que le texte est de qualité, et voilà, on n'a pas de... Il n'a pas de cahier de charge, idéologique ou autre. C'est à tous azimuts. Voilà. Alors, il nous reste peut-être que 5 minutes. Je voudrais qu'on en vienne au cœur de ton travail. Enfin, je sais pas si j'ai compris quelque chose, mais il y a quelque chose donc dans la Corse, dans ton âme profonde, qui tient de la tragédie grecque. Il y a des choses, il y a une espèce d'enchaînement fatal de destin qui aboutissent à des catastrophes qui changent. C'est une espèce d'univers fermé où la mort, là, tu parles du dernier bouquin avec et comment tu maries ça avec l'univers anglo-saxon, parce que tu es traducteur, comment tu essaies de fondre tout ça, comment ça marche? De toute façon, ce qu'on appelle le roman noir, c'est plutôt une manière d'écrire qu'un contenu. Hein. Il y a des romans noirs, il y a Les Alcooliques de Jim Thompson, il n'y a pas de meurtre dedans. Ça raconte simplement l'histoire d'un sanatorium, où il y avait. Non, moi je vois pas de discontinuité entre, par exemple, les États-Unis et la Corse aussi. Il y a en termes de certains paysages, déjà même géographiquement, et puis il y a un côté où certains endroits de la Corse, c'est un peu le sud des États-Unis, quoi, en termes de mentalité, souvent, malheureusement. Les rednecks. Voilà, un peu. Il y a voilà. Mais c'est deux pays passionnants. Est-ce qu'on peut imaginer un Easy Rider en Corse? Écoute, ça existe déjà un petit peu. Il y a des auteurs, il y a Marc Gancarelli par exemple qui a écrit un super roman qui s'appelle Orphelin de Dieu, là, chez Actes Sud, qui est un peu pareil que True Grit, un western, mais il a imaginé un western corse qui tient vraiment la route. Et donc il y a aussi il y a une traduction qui sort effectivement d'un bouquin de Peter Hudson qui est un écrivain anglais, qui est un peu un frère littéraire pour moi, puisqu'au niveau de la forme on travaille un peu de la même manière tous les deux, on s'est rencontrés comme ça. Et puis je sors aussi, alors là je vais en parler, c'est aussi au mois de mai, il y a un autre roman qui sort, qui s'appelle Pogo, et qui sort chez Rouge Profond, qui est un éditeur historique, encore une fois, qui est basé à Aix, et c'est Guy Astic, qui est un ponte qui est une sommité dans le cinéma. C'est une maison qui vient d'ouvrir, qui est spécialisée dans le cinéma justement. Il y a des œuvres qui est relativement universitaires. Hein. Il y a des bouquins sur le Shining de Kubrick. Il y a une collection, ça fait 25 ans qu'elle existe cette maison-là, et qui vient de s'ouvrir au roman noir et au fantastique, parce que c'est aussi une dimension qui m'intéresse. Et donc il y a un roman qui s'appelle Pogo, donc je ne vais pas déflorer l'intrigue, mais ça porte la poisson. Voilà, mais
avec encore un Corse, mais le prochain j'arrête, là, le prochain roman il n'y a plus de Corse dedans, qui s'appelle Sauveur Morachini, voilà, donc tu peux pas faire plus Corse, à qui il arrive un truc, qui se retrouve en prison alors qu'il a rien fait, et la personne qui est dehors, qui elle devrait être en prison, il y a peut-être quelque chose c'est peut-être une diablerie qui se cache derrière, comme dirait Patrick Coulon. Et donc là on est sur un roman noir, policier, et aussi fantastique, presque Lovecraftien, qui est aussi une grosse influence pour moi. Et je suis très content que ça sorte chez cette maison d'édition aussi, parce que c'est une maison que je suis depuis très longtemps. Et Guy Astic, le directeur de collection, c'est vraiment un maître qui a une énorme culture dans ces littératures de mauvais genre et ces films de mauvais genre. D'ailleurs, il est souvent dans l'émission sur France Culture pour parler de... On arrive, hélas, à la fin de notre entretien. Je vais te poser une question, d'ailleurs, à laquelle tu n'es pas obligé de répondre parce que c'est pas facile. On a tous... alors, Umberto Eco appelle ça une idée séminale. C'est une graine qui nous apparaît comme une évidence et qu'il faut développer pour en faire un livre, une chanson, je sais pas quoi. Et souvent, on l'a dans la tête, mais on n'arrive pas à la faire fleurir. Tu as une idée que tu voudrais pas rater avant de quitter ce bas monde et cette vallée des larmes. Est-ce que tu as déjà quelque chose qui serait un peu sacré, qui serait un petit peu magique, que tu n'as encore pas réussi à réaliser, ou est-ce que c'est pas né encore dans ta conscience? C'est surtout, en termes d'idées, c'est plutôt au niveau du texte, moi, que j'aimerais. Il y a quelque chose ce après quoi je cours d'un certain côté, c'est d'arriver à une forme d'épure, d'enlever tous les mots qui servent à rien, qui dépassent vraiment, et de parvenir à d'un certain côté raconter des choses complexes de la manière la plus simple possible. Et là, par exemple, je suis sur quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je ne sais pas si je vais y arriver, justement, cette idée... mais il ne faut pas que tu ailles trop loin si ça te dérange, parce que je te force à sortir des trucs... Non, mais là j'ai une idée qui est peut-être un peu polémique, et en gros, c'est l'histoire de... Tu es sûr que tu vas nous le dire? Oui, je peux, ouais. C'est l'histoire d'un professeur qui n'intervient pas lors d'une attaque terroriste, dont on s'aperçoit que c'est pas vraiment une attaque terroriste. Et donc, c'est cette idée un peu... pour l'instant, ça s'appelle Un lâche, ce roman-là. Et c'est aussi, c'est surtout une histoire sur les préjugés, le malaise enseignant, tu vois. Et puis la difficulté, c'est ce sujet, il est très complexe, très polémique parce que ça remet pas en cause l'héroïsme de Dominique Bernard ni le côté républicain de Samuel Paty, mais il y a aussi l'idée que ces gens-là n'ont pas été vraiment soutenus et que l'institution, c'est relativement un peu à charge contre l'institution aussi. Écoute, peut-être qu'on va acheter un voile pudique, élégant, puisque c'est en train de fermenter et tout ça. Voilà. C'est très difficile. Je te remercie. Est-ce que tu peux rappeler ton nom, ton prénom et les 3 bouquins qui sont disponibles? Quant aux musiques, vous vous adresserez à la rédaction, on vous donnera les pistes. Voilà, donc moi je m'appelle Pierre Ucciani, et voilà. Donc mes 3 romans qui sont parus qui vont apparaître. Bon, il y a Le Centre des Pères qui était sorti chez les éditions Les Orfèvres, qui est encore trouvable, il n'est pas encore tout à fait épuisé. Il y a Coureur de nuages qui est sorti en novembre dernier, et là sort Montrez-leur la mort chez Melmac, les deux, le Coureur de nuages aussi, qui forment une trilogie, mais qui peuvent être lus séparément sans aucun problème. Et à venir au mois d'avril, la traduction du bouquin de Peter Hudson qui s'appelle L'immeuble au bas de la rue chez Les Cahiers, et en mai chez Rouge Profond va sortir ce roman là qui s'appelle Pogo. Voilà. Donc en gros on a fait un peu le tour. Alors, vous étiez à l'écoute du numéro 195 de l'Estaminet de Radio Sud avec Pierre Luciani. Alors, c'est pour ceux que ça pourrait étonner qu'on interviewe des gens, des Marseillais, Corses, fans de littérature américaine. Il a tout, comme on dit, un tropisme jurassien. Alors, pour conclure, tu nous dis ton lien avec le Jura, mais vraiment très vite. Alors, très vite, je suis marié à une Jurassienne et je suis tombé amoureux de cette région et de ces gens, quoi. Voilà. Donc maintenant, j'ai des cousins jurassiens qui sont les cousins de ma femme, qui sont devenus mes cousins, quoi. Donc t'as le camembert qui se divise. Absolument, qui se divise, et c'est tant mieux, voilà. Eh bien, écoutez, ciao à tutti, au revoir. Ciao. Il s'achève votre estaminet bi-hebdomadaire offert par Radio Sud 101.8 FM et radiosud.net. Une belle journée à toutes et à tous.